Un fracas métallique, brutal et cinglant, déchira l'air. Dans la cage de transport, un berger allemand gris et blanc se jetait avec une fureur désespérée contre la porte de métal. Quelques instants plus tôt, il avait mordu un agent de contrôle animalier, et l'ordre d'euthanasie avait été donné sans la moindre hésitation. C'est à cet instant précis que Franklin coupa soudain le moteur de son vieux camion. Lui qui, depuis 15 ans, ne s'était jamais arrêté pour rien, pas même pour un chevreuil blessé au milieu de la route. Il descendit de la cabine sans un mot, ignorant les cris agacés de l'agent blessé. Son regard resta accroché au chien, figé, livide. Il ne voyait pas simplement un animal paniqué. Il reconnaissait un signe. Un signe qu'il n'avait vu qu'une seule fois dans sa vie. Juste avant que la bombe n'explose en Afghanistan. Dans la cabane de Franklin, le silence n'était pas seulement une absence de son, c'était une présence tangible, lourde, presque physique. 15 années de solitude y avaient déposé leur poids, un jour après l'autre, comme des couches de poussière accumulées dans un lieu où plus rien ne bouge. Les seuls bruits capables de briser cette chape muette étaient le souffle du poêle à bois en hiver et le grondement fatigué de son vieux camion à un événement si rare que cela ne se produisait que 4 fois par an. Aujourd'hui était l'un de ces jours. Debout près de la petite fenêtre, Franklin observait le soleil s'étirer au-dessus des crêtes dentelées des montagnes sangres de cristaux. Dans la cinquantaine bien entamée, il avait la carrure d'un homme façonné par un travail manuel qui ne lui avait jamais laissé l'occasion de ramollir. Ses cheveux bruns, assez longs pour frôler son col, étaient striés de larges mèches grises. Une barbe légèrement désordonnée assombrissait un visage creusé comme du pain battu par les intempéries. Mais ses yeux. Quand il daignait se poser sur quelqu'un, jamais il ne reflétait la cruauté. Seulement un épuisement ancien, presque tendre. Il enfila ses bottes du cuir fendu, noirci, modelées par 15 hivers. Il passa une main dans ses cheveux, ajusta une casquette usée, puis enfila sa vieille veste en cuir brun sans la fermer. Dessous, on apercevait une chemise en flanelle rouge et bleu marine, usée mais propre. Il n'avait pas besoin de liste. Depuis longtemps, la liste était une cicatrice gravée dans sa mémoire. Farine, sel, café, kérosène, carburant pour le camion. Tout le reste était superflu. Et le superflu, il l'avait banni. Il avait trouvé refuge dans ces montagnes en 2005, cherchant une altitude assez élevée pour fuir ce qu'il avait été. Il avait quitté le monde et le monde, en retour, avait accepté de l'oublier. Son vieux camion, un modèle des années 1990, protesta contre le froid dans un gémissement métallique, mais le moteur finit par prendre. Franklin manœuvra prudemment sur la piste de gravier, chaque geste précis, économique. La descente montagneuse, pourtant splendide, un ruban sinueux serpentant entre les sapins et les trembles, s'ouvrant sur l'immensité du désert ne lui inspira aucune réaction. Il ne voyait que la route. Ses mains reposaient à peine sur le volant. Son regard, perdu au loin, semblait suivre un souvenir qu'il n'avait jamais réussi à enterrer. Il atteignit les abords de Taos, une ville animée par l'art, les touristes et l'histoire des choses qui n'avaient plus d'importance pour lui. Il choisissait toujours un mardi matin hors saison pour éviter la foule. Sa destination, un vieux magasin d'aliments pour bétail à la périphérie. Un endroit qui sentait la poussière et l'engrais, et où personne ne posait de questions. Mais pour s'y rendre, il devait passer devant le refuge animalier du comté. Il haïssait cet endroit. Un bâtiment de béton où se terminait trop d'histoires. Il regardait toujours de l'autre côté de la route, fixant les étendues de sauge, accélérant presque malgré lui. Aujourd'hui, ce ne fut pas possible. Un son le frappa d'abord. Même fenêtre fermée, il perça l'habitacle. Pas des gémissements ordinaires. Mais un aboiement brut, profond, désespéré. Un choc répété. Le bruit lourd d'un corps massif heurtant violemment du métal. Puis un cri d'homme. Un cri de douleur. Contre tous ses réflexes, contre tout ce qu'il s'était efforcé de devenir en 15 ans, Franklin ralentit. Il gara son camion sur le bas-côté, à une 50aine de mètres du portail du refuge. Il vit 2 hommes. Le premier, en uniforme du comté, reculait en titubant près d'une cage de transport fixée au camion. C'était David, l'agent de contrôle animalier. Il pressait son avant-bras, le visage blême, des taches sombres imbibant sa manche épaisse. Le second homme, plus âgé, le dos voûté par trop de jours difficiles, était Jared, le directeur du refuge. « David, ça va ?» demanda Jared, inquiet. « Fini.
hurla David, la voix tendue. Fini. Ce truc est enragé. Je veux qu'on l'euthanasie tout de suite. Pas question que je le mette en cage. Vous ne me forcerez pas. Franklin détourna les yeux des hommes pour les poser sur la cage. À l'intérieur, le chien à un berger allemand massif était un amas de fourrure gris-blanc, de panique brute. Il se jetait contre la porte, rebondissait, tournait, repartait à l'assaut. Ce n'était pas une attaque. C'était une fuite. Une fuite impossible. Un animal piégé par quelque chose que personne ne voyait. La main de Franklin se crispa sur le levier de vitesse. Une voix intérieure, celle qui l'avait protégé pendant 15 ans, murmura. Pars. Ça ne te concerne pas. Ce n'est plus ton monde. Fais demi-tour. Il enclencha la marche avant. Son pied s'appuya sur l'accélérateur. Il tourna la tête, prêt à repartir, à reprendre la route, à oublier ce qu'il avait vu. Il jeta un dernier regard dans son rétroviseur. Et se figea. Son pied se détacha de la pédale. Le moteur resta au ralenti. Quelque chose clochait dans la posture du chien. Franklin le comprit immédiatement. Il avait été maître chien pendant 20 ans. Il connaissait chaque nuance, chaque micro-signal qu'un chien pouvait envoyer. Ce n'était pas de la rage. Ce n'était pas un comportement d'animal agressif. Il coupa le moteur. Le silence tomba, brutal. Il sortit du camion comme poussé par un instinct ancien. Il ignora les cris de David. Il se contenta d'observer le chien. Et ce qu'il vit le glaça. Les yeux du berger allemand n'étaient pas plissés dans la colère. Ils étaient grands ouverts, agrandis jusqu'à laisser voir tout le blanc autour de la pupille. Ses oreilles n'étaient pas dressées pour attaquer. Elles étaient aplaties, totalement, contre son crâne. Son corps tremblait pas de fureur, mais d'une terreur profonde et viscérale. Mais c'est sa tête qui acheva Franklin. Le chien ne fixait pas les hommes. Ni la porte. Ni la cage. Entre deux assauts, sa tête se redressait brusquement, son museau pointant vers le ciel. Il explorait du regard le toit du refuge. Puis l'horizon. Le vide au-dessus. Comme si le danger ne se trouvait pas devant lui. Mais au-dessus. Il scannait, murmura Franklin, presque inaudible. Il cherche un point haut. L'odeur de diesel et de poussière chaude envahit soudain son esprit. Le refuge disparut. La lumière du Nouveau-Mexique se dissipa. Il était en 2005. Kandahar. La chaleur écrasante. La terre pulvérisée en suspension. Et devant lui, Max. Son partenaire. Sa moitié. Max, majestueux berger allemand noir et feu, avançait en tête, suivant une piste olfactive sur plusieurs centaines de mètres. Puis, soudain, il s'était figé. Pas un aboiement. Pas un grondement. Un arrêt brutal. Ses yeux s'étaient agrandis. Ses oreilles plaquées. Sa tête levée, scannant les toits du complexe en briques de boue. Franklin avait saisi sa radio. Max signale une menace en hauteur. Il scannait les toits. Un clic sec avait résonné. Puis un sifflement. Un mortier. Le monde avait explosé. Debout à côté de son camion, Franklin haletait. David continuait de crier quelque chose, mais sa voix semblait venir de très loin. Les mains de Franklin tremblaient. Il n'arrivait plus à respirer. Il ne voyait plus une cage de transport. Il voyait le mur d'un bâtiment afghan. Il ne voyait plus un berger allemand gris et blanc. Il voyait Max. Immobile. Certain. Perdu. Le chien hurla à nouveau. Un cri aigu, brisé. Pas un aboiement. Un appel. Un écho de traumatisme pur. Le cri d'un chien entraîné au combat. D'un chien qui avait appris que le danger venait d'en haut. Ce n'est pas ton problème, se dit Franklin. Mais sa voix était étranglée. Et il savait qu'il mentait. La mémoire l'avait rattrapé. Ancré. Implacable. Le fantôme de Max se trouvait dans cette cage. Et il ne pouvait plus partir. David hurlait toujours. On prend la perche. On le descend ici, maintenant. Les jambes de Franklin étaient lourdes, comme pétries de plomb. Mais il avança.
Un pas. Puis un autre. Pas vers son camion. Pas vers la montagne. Vers le refuge. Vers le chien. Vers le passé qu'il avait fui. Attendez, dit Franklin d'une voix rauque. Et tout se figea. C'était le premier mot qu'il adressait à un inconnu depuis plus d'un an, et l'entendre sortir de sa propre bouche le surprit presque autant que la scène qui se déroulait devant lui. Ce mot resta suspendu dans l'air, mince, rauque, comme s'il avait traversé un tunnel de silence trop long. Attendez. David s'immobilisa, sa main figée à mi-chemin vers la perche de capture posée contre le mur du refuge. Jared, le directeur, détourna aussitôt toute son attention vers l'homme qui venait de parler. Il le reconnaissait, tout le monde en ville connaissait ce visage. Franklin. Le montagnard. L'ermite qui achetait ses provisions en gros, qui ne parlait à personne, qui vivait éloigné du monde comme s'il cherchait à en disparaître. En 5 ans, Jared ne l'avait jamais entendu prononcer un seul mot. Franklin fit un pas en avant. Un seul, mesuré, silencieux. Ses vieilles bottes usées ne produisirent aucun bruit sur le gravier. Il portait toujours le même uniforme officieux, un jean passé par le temps, une chemise à carreaux sous une veste de cuir brune, élimée par l'usage. Sa casquette lui cachait la moitié du visage. Il semblait en bonne santé mais terriblement usé, comme si un poids invisible retenait chaque battement de son cœur. « Je peux vous aider » demanda Jared, sa voix adoptant par réflexe le calme professionnel qu'il avait perfectionné autrefois, lorsqu'il servait encore comme capitaine de police. Mais Franklin ne le regardait pas. Ses yeux étaient braqués sur la cage de transport fixée à l'arrière du camion. À l'intérieur, un berger allemand haletait encore, épuisé d'avoir martelé les barreaux. Sa poitrine montait et descendait trop vite, couverte de mousse et de bave. Le chien, murmura Franklin, la voix râpeuse, presque douloureuse. D'où il vient ? Abandon ce matin. Répondit Jared en se plaçant instinctivement entre lui et l'animal qui s'agitait encore. Le propriétaire prétendait qu'il était dangereux. Eh bien, on dirait qu'il avait raison. Il vient d'envoyer un de mes meilleurs agents à l'infirmerie. David, qui pressait un pansement improvisé contre son bras en sang, cracha sur le sol. Dangereux ? Ce monstre est un fléau. Il a failli me déchiqueter le bras. Jared, on doit l'euthanasier avant qu'il ne s'en prenne à quelqu'un d'autre. Moi je veux qu'on s'en débarrasse maintenant. Franklin ne lui accorda pas un regard. Ses yeux restaient rivés sur le chien. Il voyait la panique. Il voyait les pattes du berger rougeoyantes, ensanglantées d'avoir trop longtemps gratté le métal. Et surtout, il voyait une silhouette du passé se superposer à lui. Max. Il n'est pas dangereux, dit Franklin d'une voix sèche, certaine. Ce n'était pas une opinion. C'était un diagnostic. Jared poussa un long soupir, fatigué, celui d'un homme qui avait déjà entendu trop de bonnes intentions se fracasser contre la réalité. Terrifié, dangereux vu d'ici, ça se ressemble beaucoup. Je fais ça depuis 20 ans. D'abord dans la police, maintenant ici. Et je sais reconnaître un chien perdu à jamais. Celui-là, il désigna la cage. Il est trop loin. On n'a plus les moyens de ce genre de risque. C'est une menace pour mon personnel. Le plus humain serait de l'endormir sans souffrance. Un silence lourd s'abattit, dense comme une décision funèbre. Franklin regarda le chien, puis Jared, puis le chien encore. Il percevait la conviction dure dans les yeux du directeur, la colère dans ceux de David et la panique brute dans ceux du berger. Il sentit remonter en lui un poids ancien, celui qu'il avait brisé en 2005, celui que l'isolement n'avait jamais effacé. Il avait échoué Max. Il avait fui le monde. Et maintenant, la première fois qu'il osait s'arrêter, on lui demandait encore de reculer. « Laissez-moi essayer. » dit-il. Les mots sortirent sans qu'il puisse les retenir. David éclata d'un rire incrédule. « Essayer ? Essayer quoi ? Te faire arracher la gorge ? Ce chien va te réduire en morceaux, vieillard. » Jared, lui, ne riait pas. Il était perplexe. La situation venait de basculer dans les tranches. « Monsieur Franklin, c'est bien ça ? Essayez quoi, exactement ? Vous faites quoi dans la vie ?» La mâchoire de Franklin se crispa. Il n'avait pas prononcé cette phrase depuis qu'il avait enterré son uniforme. Les mots semblaient déchirer une cicatrice mal refermée.
J'étais conducteur, murmura-t-il. Un maître chien. K9. Le sigle tomba comme une pierre dans un lac. Tout changea. Le rire de David mourut instantanément. Le policier qu'avait été Jared releva la tête, il voyait maintenant l'homme sous la barbe, sous l'ermitage et le silence. La posture stable, l'équilibre instinctif, la maîtrise contenue. K9, répéta-t-il doucement. Puis il trancha. David, va à la clinique. Fais recoudre ton bras. C'est un ordre. Mais Jared, ce chien. Je m'en charge. Va. Le ton ne souffrait aucune contestation. David lança un dernier regard haineux au chien puis à Franklin et partit en fulminant, montant dans son camion pour partir vers l'urgent care. Lorsque le bruit du moteur s'éloigna, Jared soupira. Il avait raison sur un point, c'est un risque que je ne peux pas me permettre. Je ne peux pas vous laisser entrer dans cette cage. L'assurance, le conseil du comté il me fermerait immédiatement. Franklin hocha la tête. Je n'ai pas besoin d'entrer. Il est encore dans l'unité de transport. Laissez-le là. Laissez-moi de l'espace. Et vous avez un tabouret? Un simple tabouret en bois. À l'intérieur du bureau vitré, Meredith, la nouvelle technicienne vétérinaire, observait toute la scène derrière les stores. Elle avait eu la main plaquée sur sa bouche en voyant l'attaque. Elle craignait ce qui allait suivre, l'injection, la promenade silencieuse jusqu'au congélateur. Mais maintenant elle ne comprenait plus rien. Son patron venait de lui demander d'aller chercher un vieux tabouret à traire, à 3 pieds, qui traînait dans le hangar à nourriture. Elle le lui apporta, stupéfaite, et observa par la fenêtre tandis que Franklin, calme comme un moine, le portait jusqu'à un point sur le gravier, à environ 3 mètres de la cage. Il ne fit pas face au chien. Il s'assit légèrement de biais, lui offrant son flanc plutôt qu'un face-à-face frontal. Le berger, qui jusque-là s'était contenté d'observer, éclata à nouveau dans un déluge de hurlements. Une explosion de terreur brute. Il se jeta contre les barreaux, faisant vibrer tout le camion. Franklin ne broncha pas. Pas un mouvement, pas un regard. Il plongea simplement la main dans la poche intérieure de sa veste et en sortit un vieux livre de poche, usé jusqu'à n'avoir plus de couverture. Les pages jaunies semblaient tenir par un miracle. Il l'ouvrit à une page marquée. Et se mit à lire. Ou à faire semblant. Car tout en lui, chaque fibre, chaque respiration, restait tournée vers le chien. Il était une île de calme absolu au centre d'une tempête animale. Dans le bureau, Meredith se tourna vers Jared. Qu'est-ce qu'il fait? Ce chien va se tuer à force d'hurler. Il ne l'ignore pas, dit Jared, les yeux plissés. Il le dépasse. Regarde bien. Et elle vit. Le rythme frénétique du berger commença à se fissurer. Il hurlait, bondissait, frappait les barreaux. Et ne recevait rien en retour. Aucune menace. Aucun cri. Aucun mouvement brusque. Juste un homme qui tournait calmement une page. Le chien aboya, grogna, frappa encore. Puis hésita. Un son étrange sortit de sa gorge, un demi-aboiement, un demi-gémissement de confusion. Il faisait face à un langage qu'il ne comprenait pas. La neutralité absolue. Peu à peu, la fureur devint un grondement. Puis un souffle haletant. Puis l'épuisement. Le berger glissa lentement sur son ventre, sans quitter l'homme des yeux. Ses oreilles s'agitaient encore, mais la panique s'était transformée en perplexité fébrile. Cet humain ne respectait aucune règle connue. Ni menace. Ni apaisement. Il était simplement là. Sa respiration changea. De rapide et saccadée, elle devint plus profonde, plus lourde. 1 heure passa ainsi. Le soleil monta dans le ciel, réchauffant lentement les pierres. Franklin tourna 3 pages de plus. C'était tout. Rien d'autre. Lorsqu'enfin il referma doucement son livre et se leva, le chien se redressa aussitôt, tendu, prêt à fuir ou attaquer. Mais Franklin resta de dos, ramassa le tabouret, et marcha tranquillement vers le bureau. Jared sortit à sa rencontre. Franklin s'arrêta devant lui, son regard redevenu aussi froid et direct qu'un lac en hiver. « Il n'est pas perdu. » dit-il doucement. « Il n'est pas dangereux. Il a juste besoin qu'on lui parle dans une langue qu'il n'a pas entendue depuis longtemps. » Il marqua une pause.
Laissez-moi continuer. Je peux le ramener. Mais vous devez me faire confiance. Le vent souleva un peu la poussière sur le gravier. Au loin, dans la cage, le berger allemand, épuisé mais soudain attentif, fixait l'homme qui venait peut-être de lui offrir la première chance de sa vie. Jared déglutit, longuement, et comprit qu'une ligne invisible venait d'être franchie. Et que rien, désormais, ne serait plus comme avant. Jared resta un instant immobile, désemparé, incapable de trouver autre chose à dire. Les mots lui manquaient, comme si la situation elle-même refusait toute explication logique. Et maintenant? Finit-il par demander, plus par besoin de remplir le silence que par réelle attente de réponse. Franklin ne le regarda même pas. Son regard montait déjà vers les montagnes, vers ces remparts de roches et de neige qui étaient devenus son refuge depuis tant d'années. « Je reviendrai demain. » Il se détourna, marcha d'un pas mesuré jusqu'à son vieux camion, grimpa dans la cabine et démarra sans un mot de plus. Le moteur gronda, puis le véhicule s'éloigna dans un nuage léger de poussière, laissant Jared et Meredith plantés là, consternés, comme si un événement inexplicable venait de se produire. Dans le chenil de transport, le berger gris et blanc s'était enfin couché. Pour la première fois depuis des jours, un vrai silence s'abattit sur lui, dense, profond, presque sacré. Ses yeux, sombres et fatigués, restaient fixés sur l'endroit où l'homme silencieux avait disparu. Le lendemain matin, au moment où le soleil franchissait l'arête des montagnes, l'ancien camion revint se garer exactement au même endroit. Jared, une tasse de café fumant à la main, hocha brièvement la tête. Franklin répondit d'un signe tout aussi simple. Pas besoin de plus, entre eux, cette économie de mots valait accord. Le berger avait été déplacé dans une enceinte de quarantaine, un box en béton sécurisé, conçu pour offrir de l'espace sans compromettre la sécurité du personnel. À l'entrée de l'aile, le tabouret à 3 pieds attendait Franklin, comme si l'on avait compris que cet objet faisait partie du rituel qu'il imposait. Franklin le ramassa et marcha jusqu'au box. Wolf, c'est ainsi que Meredith l'avait surnommé pour le moment, s'était transformé en tempête dès qu'il avait aperçu le camion. Ses aboiements tonnaient comme des coups de canon, profonds, furieux. Il se jetait contre le grillage, ses dents claquant, le métal vibrant sous l'assaut paniqué. Franklin fit exactement ce qu'il avait fait la veille. Il plaça son tabouret à environ 3 mètres, s'assit, tourna légèrement le dos au chien et une posture non menaçante puis ouvrit son livre. Il ne lisait pas réellement. Ses yeux suivaient les lignes, mais tout son être restait concentré sur l'animal. Il l'écoutait respirer, s'agiter, lutter contre sa propre peur. Pendant 20 minutes, Wolf hurla, un mélange de rage et de terreur brute. Puis, comme la veille, cela s'effrita. Le rythme se brisa d'abord, puis les aboiements s'éteignirent. Le calme imperturbable de l'homme semblait étouffer peu à peu le cyclone intérieur du chien. À la place, un grondement sourd monta de sa poitrine. Wolf recula, ses pattes déjà légèrement ensanglantées à force de frapper le sol et les parois. Il se coucha au fond du box, mais ne quitta pas l'homme des yeux. Franklin tourna une page. Ce rituel se répéta les 2 jours suivants. Franklin arrivait. Wolf explosait de peur. Franklin s'asseyait. Et la peur se consumait jusqu'à devenir silence. Long, tendu, fragile, mais silence tout de même. Puis arriva le 3e jour, un vendredi, et quelque chose changea. L'explosion de Wolf fut brève, 5 minutes à peine. Lorsqu'il se replia dans son coin, il posa sa tête sur ses pattes, même si chaque muscle de son corps demeurait prêt à bondir. Franklin, sans le regarder directement, sentit la différence. L'animal n'était plus seulement effrayé, il était frustré. Il attendait ce qui, d'ordinaire, suivait toujours la peur, la violence. Franklin referma lentement son livre et le posa sur le gravier. Son cœur battait lourdement. Depuis 3 jours, son esprit n'avait cessé de replonger en arrière. Kandahar, la poussière brûlante, les cris, le souffle lourd de Max, son chien, son partenaire, son frère d'armes. Il se souvenait de leur langage partagé, mélange de mots allemands et de gestes subtils, un monde à 2, fermé, loyal, solide. Il n'avait pas parlé cette langue depuis 15 ans. Sa gorge était sèche, sa voix rouillait lorsqu'il murmura. Sitz. Le mot effleura l'air comme un souffle. À peine audible. Mais Wolf réagit comme si on avait tiré un coup de feu. Sa tête jaillit en avant, ses oreilles se dressèrent, tendues, déjà en mouvement pour localiser précisément cette voix, cette intonation. Il ne s'assit pas.
Il bondit sur ses pattes, perdu, déboussolé. Il connaissait ce mot. Il faisait partie de lui, enfoui loin sous la souffrance et la terreur. Franklin reprit, sa voix douce, rythmée, presque une prière. Sitzgute Ginjassi, bon garçon. Le corps entier de Wolf devint une question vivante. Il recula, heurta le mur, poussa un aboiement unique, percutant, presque implorant. Platz, murmura Franklin. Couché. Le mot lui tordit la poitrine. Il revoyait Max, leur mission, la chaleur du fuselage d'un CE-130, la vibration du sol, la certitude rassurante du poids de son chien contre sa jambe. Bleb, chuchota Théil. Reste. Il ne s'adressait plus simplement au chien. Il parlait au fantôme de son compagnon, au soldat brisé qu'il sentait enfermé dans ce corps tremblant. Wolf se mit à tourner, gémissant, partagé entre la mémoire instinctive de l'entraînement et la douleur de tout ce qui avait suivi. Depuis la fenêtre du bureau, Meredith observait. Son café refroidissait entre ses mains. Elle avait vu Franklin s'asseoir chaque jour sans rien dire, avait trouvé cela étrange, déroutant. Mais aujourd'hui, elle entendait les mots. Et elle voyait la réponse immédiate, presque électrique, du chien. Elle prit une décision. Elle remplit un second mug, inspira profondément et sortit. Franklin entendit ses pas dans le gravier. Son corps se raidit. Il ne voulait aucune intrusion. Pas maintenant. Pas quand un fil aussi ténu se tendait enfin entre lui et l'animal. Monsieur Franklin? Il ne se retourna pas. Madame. Meredith s'arrêta à quelques pas de lui. Je vous ai apporté du café, il fait froid, et vous n'avez pas bougé depuis des heures. Il pivota finalement. Il vit une jeune femme au regard clair, dépourvue de pitié, mais chargée d'une sincère inquiétude. Après une hésitation, il prit le mug. Merci. Je vous ai entendu, dit-elle doucement, jetant un regard vers le chenil. L'Allemand. Je crois que vous avez raison à son sujet. Et je pense savoir pourquoi. Franklin la fixa, les sourcils froncés. Il a été abandonné il y a 5 jours, expliqua Meredith, la voix basse. L'homme qui l'a amené, il était horrible. Il l'a tiré ici avec un collier étrangleur. Il disait que le chien était brisé, incontrôlable. Il a menacé de le tuer si nous ne le prenions pas. On n'a pas eu le choix. Elle inspira profondément, comme si ce qu'elle allait dire lui coûtait. Il a jeté une pochette de documents sur le comptoir en disant que c'était de la merde inutile. Je suis coordinatrice d'admission, c'est moi qui classe les dossiers. J'ai scanné sa puce. Elle était restreinte. Liée à un contractant privé de sécurité. Mais ces documents-là. Elle sortit une pochette en plastique pliée. Ce sont ses papiers de décharge. Franklin les prit. Ses mains tremblaient légèrement, un phénomène rare pour lui. À travers le plastique, il reconnut l'emblème du département de la Défense. Un formulaire DD 2209 dossier médical canin militaire. Puis son regard tomba sur le certificat de décharge. K9ID, W442. Nom, Wolf. Statut, Military Working Dog Multipurpose Canine. Déchargé, 2023. C'est un soldat, murmura Meredith, les yeux brillants. Il a servi. Et il a été adopté par cet homme, celui qui l'a détruit. David, l'agent mordu, avait confirmé que le propriétaire avait des antécédents de maltraitance animale. Cet homme avait battu Wolf. Avait battu un vétéran. Quelque chose se cristallisa dans Franklin. Une colère froide, lente, implacable, remplaça peu à peu la douleur qui saturait sa poitrine depuis des années. Il avait déjà vu cela, ces chiens, héros sur le terrain, parfois jetés comme des objets lorsqu'ils développaient des traumatismes. Ballottés, brisés, jusqu'à s'effondrer. Il regarda Wolf, toujours tapi dans un coin, tremblant, mais les yeux fixés sur lui. Ce n'était plus seulement un chien. Ce n'était plus seulement le reflet de Max. C'était un des siens. Un frère d'armes. Et Franklin comprit d'un seul coup qu'il ne pouvait plus fuir ce lien-là. Pas celui-ci. Il tendit le mug à Meredith. Merci pour le café. Et pour tout ça. Elle crut qu'il partait en voyant ses épaules raides se tourner vers le camion. Mais au lieu d'ouvrir la porte du conducteur, il ouvrit celle du passager, sortit une petite glacière et revint vers le chenil.
Wolf se figea, croyant voir venir un coup. Franklin s'accroupit, ignorant le froid, la saleté, le béton humide. Il ne jeta rien. Il ne força rien. Sa voix, basse et calme, coula comme un baume. Gute gingedas ist für dich bon garçon, ceci est pour toi. Il glissa un petit paquet de foie séché à travers l'espace au bas du grillage. Puis il recula, posa le tabouret, s'assit et rouvrit son livre. Il venait d'offrir au chien la seule chose qu'un soldat reconnaît instantanément, la dignité de choisir. Wolf fixait le paquet. Puis Franklin. Puis le paquet. Il avait faim. Affamé, même. Mais la peur l'empêchait encore de s'approcher. Le face-à-face dura 2 heures. Le soleil s'inclina. L'air se refroidit. Franklin referma son livre, rangea le tabouret et se leva pour partir, toujours sans un regard en arrière. Le lendemain, en arrivant, son premier geste fut de vérifier le box. Le paquet avait disparu. Il ne restait que quelques lambeaux minuscules, léchés jusqu'à la dernière poussière. Franklin hocha une fois la tête. Il alla chercher son tabouret dans le local, revint à sa place habituelle, sortit son livre et de sa poche, un nouveau petit paquet de nourriture choisi avec soin. Le rituel pouvait continuer. Et Wolf, pour la première fois, n'hurla pas. Il attendit. Il avait enfin reconnu quelque chose. Quelqu'un. Au cours des 5 jours suivants, la nouvelle routine se maintint, une paix fragile, presque sacrée, bâtie sur le silence, la patience, et une poignée de friandises au foie qui devenaient, étrangement, un langage entre eux. Franklin arrivait juste après l'aube, lorsque la lumière naissante glissait sur les montagnes encore froides. Wolf l'attendait. Il ne se jetait plus dans une terrifiante explosion de panique. Il restait planté au fond de son enclos, le corps tendu, le souffle court, un gémissement sourd vibrant dans sa gorge, un son saturé d'un traumatisme ancien et encore vivant. Franklin posait son tabouret, toujours plus près. Il avait avancé de quelques pas ces derniers jours, il n'était plus qu'à 2 mètres de la grille. Puis venait l'étape cruciale, ajouté sans un mot, sans un mouvement brusque, il s'asseyait, ouvrait son livre qu'il ne lisait quasiment pas et, lentement, sur presque 1 heure entière, il étendait sa main gauche vers la clôture. Finalement, il posait sa paume contre le métal, doigts ouverts, immobile. Il ne regardait jamais le chien. Il ne cherchait ni défi, ni contact visuel. Il offrait simplement sa présence, son odeur, une constance calme, un signal muet, je ne suis pas une menace. Pour Wolf, chaque minute était un combat intérieur. Le chien tournait en rond, reniflait avec nervosité, laissait parfois échapper un aboiement bref et irrité, comme s'il s'en voulait de ne pas réussir à chasser cet homme tranquille. Pourtant, chaque jour, la curiosité l'emportait sur la peur. Il s'approchait à ventre au ras du sol, muscles encore prêts à la fuite jusqu'à se retrouver juste derrière la grille. Là, il flairait l'air autour de la main immobile, son nez noir tressaillant puis, au moindre frisson d'hésitation, il détalait de nouveau vers le coin de son enclos. Franklin ne bougeait jamais. Il restait là, statue vivante de patience et de maîtrise, comme si le temps lui appartenait. Meredith observait cette lente chorégraphie chaque matin depuis la fenêtre du bureau. Son cœur oscillait entre espoir et inquiétude. Elle avait vu Franklin glisser son petit paquet en aluminium sous la grille à la première heure. Elle avait vu Wolf attendre 10 minutes avant de s'en saisir et non plus 2 longues heures. Ce n'était pas spectaculaire. C'était même douloureusement lent. Mais c'était réel. Puis, le 6e jour au matin, la paix se brisa net. Le grondement d'un moteur sur le gravier fit lever la tête de Franklin. Ce n'était pas la berline silencieuse de Jared. Le craquement des pneus était plus lourd, plus agressif, un véhicule du comté, son logo s'imposant comme un avertissement. Le camion s'arrêta brusquement. David en descendit. Son uniforme semblait trop rigide sur son corps raidi. Son bras était enfermé dans un bandage épais, d'un blanc presque médicalement violent, sa main gonflée et violacée dépassant comme un rappel de la morsure qu'il avait subie. Il tenait un clipboard serré contre sa poitrine, tel un bouclier dérisoire. Son visage était pâle, ses yeux chargés d'un mélange toxique de colère et de peur, une peur ancienne, profonde, incontrôlée. Wolf le vit. Et 5 jours d'efforts s'effacèrent comme un château de cartes sous une rafale de vent. Le chien bondit. Une déflagration de rage, de douleur, de mémoire traumatique. Un hurlement étouffé, les dents découvertes,
Il frappa la grille avec une violence qui fit vibrer toute la structure. Le métal claqua, grinça, sonna comme une alarme. Wolf voulait atteindre l'homme, celui qui incarnait tout ce qu'il avait détruit. David recula d'un geste brusque, réflexe incontrôlable, comme si son corps se souvenait mieux que sa tête. Puis, sa frayeur se changea en colère. « Vous voyez » cria-t-il, sa voix se brisant. « Je l'avais dit. Toujours un monstre. » Jared sortit du bureau, le visage fermé, l'air de quelqu'un qui pressentait la tempête depuis des heures. « David, calme-toi, tu l'agites. »« Moi ? Je l'agite » hurla David, livide. Il brandit le clipboard. « C'est officiel, Jared. Le rapport est déposé, incident d'agression, niveau 4. Obligatoire. L'assurance du comté a reçu les détails hier. Il menace de résilier tout le contrat. Pas seulement celui du refuge, tout le comté. À cause de lui. » Il pointa Wolf, qui continuait de frapper la grille dans un tourbillon de fureur. Jared se figea, pris dans un piège bureaucratique qu'il ne pouvait nier. « David, nous faisons des progrès. Ce chien est un ancien MWD, cet homme, Franklin, est un. Je me fiche qu'il ait été général 4 étoiles. » vociféra David. « Cet animal est un risque. Le conseil du comté est d'accord. Ils ont voté en urgence cette nuit. » Il enfonça presque le clipboard contre la poitrine de Jared. 7 jours. C'est l'ordre. Un silence soudain s'abattit. Même Wolf, essoufflé, retomba dans un grognement bas. Franklin s'était levé, lentement. Le raclement discret des pieds du tabouret sur le gravier fendit l'air, déclenchant chez Wolf un retour immédiat au calme, le calme tremblant de celui qui guette son unique point de sécurité. 7 jours pourquoi ? demanda Franklin, la voix basse mais coupante comme une lame. David se tourna vers lui, le regard rempli d'un dédain mêlé de douleur. 7 jours avant qu'il soit euthanasié. C'est la loi. Euthanasie comportementale. Et je signerai moi-même l'ordre. J'en ai le droit. Il sourit à un sourire triste, tordu, sans victoire. Un sourire d'homme brisé qui croit ne plus avoir d'autre choix que la vengeance. Mon service commence lundi. Je m'attends à ce que ce soit fait. Il monta dans son camion, claqua la portière, et disparut dans un nuage de poussière. Le silence qui resta était presque insupportable. Jared baissa les yeux sur le document. Ses épaules s'affaissèrent. Franklin, lui, regardait Wolf. Le chien s'était recroquevillé dans son coin, haletant, vaincu par sa propre peur. Et alors, quelque chose s'effondra en Franklin. 15 ans de souvenirs, Kandahar, les échecs, les pertes refluèrent d'un seul coup. Il avait fui le monde, croyant laisser derrière lui les blessures irrésolues. Elle venait de le rattraper. Un compte à rebours venait d'être lancé. 7 jours. Une vie en sursis. Un animal qui lui avait demandé de l'aide sans pouvoir prononcer un seul mot. Il ne peut pas faire ça ? Souffla Meredith, surgissant du bureau, pâle d'indignation. Il vient de le faire, répondit Jared, d'une voix éteinte. Le comté tient les cordons de la bourse. Je ne peux pas aller contre un ordre légal. 7 jours, répéta Franklin, comme si les mots étaient des pierres. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez pour le guérir. Attends, dit Meredith. Elle s'empara du document, le parcourut frénétiquement, puis pointa une clause minuscule. Écoutez-moi. Ce n'est pas seulement un ordre d'euthanasie. La formulation dit « euthanasie », sauf si l'animal peut être considéré comme gérable pour transfert. On n'a pas besoin d'en faire un chien de famille. On doit juste prouver qu'il peut être contrôlé. Franklin releva la tête, son regard focalisé. Contrôlé ? Oui, dit-elle, retrouvant une énergie fébrile. Il doit accepter une muselière. Et marcher en laisse sans se jeter sur quelqu'un. De son enclos jusqu'à un véhicule de transport. Si on peut filmer ça, prouver ça, je peux légalement le transférer. À l'unité près de Boulder ? demanda Jared, un éclat de stratégie renaissant dans ses yeux. Exactement. Un sanctuaire pour MWD. Ils ont les spécialistes, les infrastructures. Franklin fixa Wolf. Le rêve lointain de « guérison » disparut.
À sa place naquit une mission concrète, précise, presque militaire, muselière. Laisse. Marche. Ce langage-là, Franklin le comprenait. Cet après-midi-là, le refuge baignait dans un calme lourd. Franklin ne partit pas. Assis sur son tabouret, il était différent, il ne se contentait plus d'attendre. Il préparait, il anticipait, il construisait une mission sous pression. À l'intérieur, Meredith tournait en rond comme un animal pris au piège. « Je ne comprends pas David, comment peut-il être aussi cruel ?» Jared, affaissé derrière son bureau, semblait avoir vieilli de 10 ans. Il ne déteste pas ce chien, Meredith. Il en a peur. Une peur viscérale. Et il a ses raisons. Comment ça? Jared inspira longuement. Il y a 5 ans, avant que je sois directeur, David est intervenu dans une maison pour récupérer un pit mix. Le propriétaire jurait qu'il était seulement effrayé. David y est allé. Le chien l'a attaqué. Pas une morsure. Un démembrement. On a compté 60 points de suture dans sa jambe, 40 dans son bras. Meredith porta une main à sa bouche. Il a failli perdre l'usage de sa main. Il a passé 8 mois en rééducation. On disait qu'il ne pourrait jamais reprendre le service. Il y est revenu, par force de volonté. Mais il n'a jamais vraiment récupéré. Jared leva les yeux vers la fenêtre. Quand il voit Wolf, il ne voit pas un vétéran abîmé. Il voit le chien qui a failli lui ôter sa vie. Il voit un monstre. Et là dehors, ce n'est pas un affrontement entre un homme et un chien. C'est le traumatisme de Franklin contre celui de David. Et je suis coincé entre les deux. Dehors, Franklin attachait un vieux harnais de muselière à l'extrémité d'une perche légère. Il ne tentait pas de toucher Wolf. Il lui présentait simplement la muselière, à distance, la laissant exister dans l'espace du chien. Le laissant l'observer, la renifler, la mesurer. Le compte à rebours avait commencé. Le refuge fonctionnait désormais selon 2 horloges. Celle qui pendait au mur. Et celle qui condamnait Wolf. Et Franklin Creed n'avait plus qu'une semaine pour défier les deux. Il restait 6 jours. Et Franklin portait cette échéance comme un poids dans les tripes, une certitude lourde et silencieuse qu'il ne pouvait plus ignorer. Depuis qu'il avait commencé le travail avec le chien, il n'était pas rentré une seule fois chez lui. Le trajet aller-retour jusqu'à sa cabane perchée sur la montagne lui coûterait 90 précieuses minutes qu'il n'avait plus le luxe de perdre. Alors, nuit après nuit, il dormait dans la cabine de son vieux camion, le dossier incliné aussi loin que le permettait le siège usé. Il somnolait par fragments, se réveillant à chaque chute brutale de température, ses os protestant sous le froid et la fatigue. Chaque matin, dès que la lumière dorée du soleil effleurait les sommets, il effectuait le même rituel, récupérer son tabouret. Sa thérapie quotidienne s'intensifiait. Jour après jour, il réduisait la distance. À présent, il n'était plus qu'à 4 pieds de la grille à l'intérieur même du périmètre que le chien considérait comme sa zone vitale, son territoire intérieur, celui où tout intrus devenait immédiatement une menace. La réaction de Wolf fut foudroyante. Un courant électrique vibrant sous sa peau. Un grondement continu, grave et tendu, ne quittait plus sa gorge. Il semblait incapable de relâcher la moindre once de vigilance. Il tournait en rond dans un cercle serré, presque maniaque, ses pattes martelant frénétiquement le béton. Pourtant, malgré cette agitation furieuse, il ne chargeait plus. Peut-être parce que l'immobilité de Franklin créait une barrière invisible, un calme dense, presque palpable, contre lequel l'agression du chien se brisait comme une vague inutile. Ce jour-là, Franklin introduisit un nouvel élément, le museau. Il l'avait apporté spécialement pour le 6e jour. Un modèle noir, rigide, un museau de style tactique, du genre utilisé dans l'entraînement des chiens militaires. Il l'avait fixé à une longue tige de bois, non pas comme une arme, mais comme un prolongement, un outil destiné à une lente désensibilisation. Il s'assit, posa son livre fermé sur ses genoux, et sans un mot, glissa l'extrémité du bâton à travers le grillage, jusqu'à ce que le museau repose sur le sol, 6 pouces à l'intérieur de l'enclos. Wolf réagit comme frappé par une décharge. Il recula si violemment que ses griffes crissèrent contre le béton, un son aigu, désespéré. Un gémissement haut, brisé, monta de sa gorge, un son de terreur pure, animale, déchirante. Il fixait le museau avec des yeux écarquillés, pleins d'une panique apprise, gravée au fer de la douleur. Ce museau-là, c'était l'outil de son bourreau.
Le prélude à la souffrance. Franklin ne bougea pas. Il maintint simplement le museau en place, immobile, pendant 1 heure entière. Pas un mot. Pas un geste brusque. Juste la constance. Sa patience contre le traumatisme du chien. Une lutte silencieuse où la violence n'avait aucune place. À midi, la peur avait épuisé Wolf. Il restait dans le coin le plus éloigné, mais son port de tête avait changé. Il regardait le museau puis Franklin puis le museau à nouveau puis l'homme. Museau. Homme. Museau. Homme. Son cerveau, traumatisé, tentait de résoudre un paradoxe, l'objet était terreur. L'homme, lui, était sécurité et douceur de la voix, odeur de cuir et de sapin, promesse de friandises au foie, présence immuable qui ne l'avait jamais blessé. Cette contradiction devait se résoudre, et Franklin savait qu'il devait la gagner. Lorsque le museau disparut enfin, retiré sans un bruit, la tension du chien diminua de moitié aussitôt comme si un piège invisible venait d'être désamorcé. Alors Franklin s'avança vers la 2e étape, presque aussi difficile. Il posa sa main gauche, nue, contre le grillage. Wolf observa, méfiant, les muscles encore tremblants. Il fit quelques pas hésitants vers l'avant. L'air vibrait entre eux, chargé d'une tension fragile, presque sacrée. Le chien leva le museau, humant longuement. Il captait l'odeur du cuir de la veste de Franklin, celle du bois brûlé incrusté dans ses vêtements, celle plus intime encore de sa peau salée. Il s'approcha encore, poussé par une curiosité qu'il ne contrôlait pas. Son cou s'étira. Son museau noir frôla presque le métal. Il renifla la main posée derrière l'émail. Franklin ne respira pas. Pas un millimètre de mouvement. Et alors, d'un geste minuscule, presque irréel, la langue rosée de Wolf glissa contre le grillage, juste là où reposait la main de l'homme. Un contact indirect, minime, mais ô combien immense. Puis, comme effrayé par son propre courage, Wolf fit volte-face et s'enfuit dans son coin. Franklin relâcha un souffle qu'il n'avait pas conscience de retenir. Il resta encore 2 heures, la main posée à la même place, un geste silencieux qui valait promesse. La journée s'acheva. Il restait 5 jours. Le refuge se vida. Les bénévoles partirent un à un. Jared ferma la grille extérieure, adressant à Franklin un salut fatigué avant de disparaître dans la nuit. Seul Meredith resta, plongé dans la paperasse en retard accumulé dans la clinique. Dans le bâtiment déserté, seule résonnait la vibration monotone des néons et parfois, de loin, un aboiement triste venant de l'aile des adoptions. Vers 9 heures, elle prépara une nouvelle cafetière, ses gestes lourds de lassitude. Elle remplit 2 mugs, comme si c'était devenu instinctif. Et sans surprise, elle le trouva là où elle savait qu'il serait, assis sur son tabouret, dans le couloir froid de la quarantaine, les lumières tirant de longues ombres austères sur les murs. Il portait sa vieille veste de cuir, fermée jusqu'au col contre la fraîcheur nocturne. Il ne lisait pas. Il ne faisait rien. Il restait simplement là, sa main posée contre la grille du box de Wolf. À l'intérieur, Wolf dormait. Pas un sommeil serein, un repos fragile, haché, celui d'un être usé par la peur. Mais il dormait. Allongé à moins de 2 pieds de la grille, la truffe tournée vers la main de Franklin. Meredith avança doucement, ses semelles souples étouffant le moindre bruit. Il dort, murmura-t-elle, émerveillée. Franklin tourna légèrement la tête. Il se repose, répondit-il. Il se réveille si je bouge. Elle lui tendit un mug. Il le prit, ses doigts glacés s'enroulant autour de la chaleur comme on saisit une planche de salut. Tu devrais rentrer chez toi, dit-elle doucement. Tu as l'air épuisé. Toi aussi, répondit-il sans la regarder, sa voix grave résonnant d'un calme triste. Elle éclata d'un petit rire amer. Oui, c'était une longue journée. C'est toujours une longue journée. Elle but une gorgée, les yeux baissés. Aujourd'hui, j'ai dû euthanasier 3 chiens. Pas pour agressivité. Pour manque de place. Trop vieux. Trop malade. Pas adoptable. On est plein, on est toujours plein. Parfois je me demande à quoi tout ça rime. On en sauve un, et 5 autres arrivent derrière. Je fais des rapports, je vaccine, je nettoie et puis je les tiens dans mes bras quand ils partent. J'ai l'impression de vider l'océan avec une cuillère à thé. Sa voix se brisa. Une fatigue d'âme, bien plus que de corps.
Franklin la regarda en silence. Il voyait ses yeux épuisés, la petite trace de terre sur sa joue, la force fragile qu'elle tentait de maintenir. Elle était jeune. Trop jeune pour porter un poids pareil. Il baissa les yeux vers Wolf, puis vers sa propre main, celle que le chien avait presque acceptée. « Tu n'es pas seul, dit-il soudain. Elle releva les yeux. Il précisa, la voix basse. Dans ce sentiment-là. L'inutilité. Il resta silencieux longtemps, à siroter le café brûlant, tandis que l'air vibrait du bourdonnement des néons. J'avais un partenaire, dit-il enfin. Max. Il n'était pas comme les autres chiens. Il était meilleur. Un faible sourire triste effleura sa barbe. Il pouvait suivre une piste sur 3 kilomètres de désert, en plein vent. Il adorait son travail. Il m'adorait. Et je l'aimais plus que beaucoup de gens. Les yeux de Meredith s'adoucirent. C'était ton cas neuf, pendant la guerre? Il hocha la tête. Il était mon meilleur ami. Il m'a sauvé la vie plus d'une fois. Je lui devais tout. Le silence retomba. La main de Franklin, celle qui ne tenait pas la tasse, se crispa. Il fixait ses doigts comme s'il portait un message invisible. Quand c'est arrivé, ils ont écrit dans les rapports que c'était inévitable. Un IED. Une question de malchance. Ce genre de truc qui arrive là-bas. Il inspira difficilement. Le couloir sembla se contracter autour d'eux, l'air se transformant en la chaleur suffocante de Kandahar. Mais ils ne savent pas, murmura-t-il. Il n'était pas là. Il n'était pas dans ma tête. Pour la première fois, Meredith vit ce qu'il cachait depuis 15 ans, une douleur nue, vive, dévastatrice. C'était évitable, dit-il d'une voix cassée. J'étais épuisé. On l'était tous. On marchait depuis 20 heures. Il faisait plus de 50 degrés. Max a alerté. Un petit signe, mais je l'ai vu. Je savais qu'il disait que quelque chose n'allait pas. Il ferma les yeux. Sa respiration tremblait. Mais j'ai hésité. Je me suis dit peut-être qu'il a chaud. Peut-être qu'il est fatigué. J'ai douté. J'ai douté de Max. Franklin, murmura Meredith, le cœur serré. J'aurais dû reculer. Appeler le OD. Mais non. J'ai donné un mauvais ordre. Je lui ai dit d'avancer. Juste quelques pieds. Quelques putains de pieds. Sa voix se brisa. Je l'ai envoyé à la mort. C'est moi qui l'ai tué. Il ouvrit les yeux. Toute la culpabilité accumulée en 15 ans se déversait enfin, brutale et incontrôlable. Je suis celui qui est brisé, Meredith. Pas ce chien. Moi. Il se détourna, ses épaules s'affaissant sous le poids de ce qu'il venait d'admettre. Il regarda Wolf, endormi contre la grille, et s'y accrocha du regard comme à une confession silencieuse. Un vétéran, non défini par son courage, mais par l'erreur qu'il croyait ne jamais pouvoir expier. Et pourtant, dans l'ombre de ce couloir froid, un chien traumatisé dormait à 2 pieds de sa main. Peut-être qu'il n'était pas aussi brisé qu'il le croyait. Le couloir était glacial, silencieux, figé comme si le temps lui-même retenait son souffle. Franklin demeurait assis, le regard perdu dans une zone où le passé et le présent se mêlaient indistinctement. À ses côtés, Meredith restait immobile, respectueuse de ce territoire fragile où un homme venait d'ouvrir une plaie vieille de 15 années. Son aveu lourd comme une condamnation flottait encore dans l'air, tel un spectre rappelé malgré lui à la vie. Elle ne lui offrit ni phrase rassurante ni mensonge consolant. Meredith connaissait trop bien, mieux que quiconque, ce poids implacable que porte celui qui travaille avec des animaux, ce fardeau tissé de responsabilités silencieuses, les décisions prises trop vite, les gestes répétés jusqu'à l'épuisement, les regrets qui reviennent comme une marée noire. Lorsque finalement elle se leva, son mug désormais froid entre ses doigts, elle le regarda avec une douceur grave. « Franklin, tu n'es plus cet homme-là. Et tu es le seul qui puisse sauver ce chien. Ne laisse pas ton passé le condamner lui aussi. » Elle s'éloigna, le laissant seul avec le shepherd endormi. Ces mots, pourtant destinés à apaiser, s'enfoncèrent en lui comme un jugement. Ne laisse pas ton passé le tuer, lui aussi. Franklin fixa Wolf. 4 jours avant l'échéance fatale. 4 jours pour créer une passerelle entre eux, pour tenter d'apprivoiser un animal terrorisé, un survivant comme lui. Mais sur quoi bâtissait-il cette fragile confiance?
sur un mensonge. Sur le fantôme de Max, qui continuait de hanter la moindre ombre, le moindre tressaillement de l'oreille du chien. Il n'était pas en train de sauver Wolf. Il tentait désespérément de se sauver lui-même. La confession qu'il avait murmurée à Meredith n'avait rien guéri. Elle avait simplement révélé l'ampleur de la prison où il vivait depuis 15 ans. Il avait besoin de vérité. Une vérité plus nue, plus brutale que celle qu'il avait répétée comme une litanie jusqu'à s'y croire. Il se leva péniblement, ses articulations protestant dans le froid. Wolf redressa la tête, un grondement sourd roulant dans sa poitrine. Doucement, murmura Franklin. Je reviens. Il traversa la réception vide et sortit dans la nuit mordante du Nouveau-Mexique. Le ciel était noir, piqué d'étoiles vives, coupé par un croissant de lune mince comme une lame. Il monta dans son vieux truck et démarra. Ce soir, il ne dormirait pas dans la cabine. Il n'en avait ni la force ni le droit. Il roula à travers la ville endormie, passa devant le magasin d'aliments pour bétail, traversa la place centrale silencieuse, puis rejoignit l'autoroute. À la jonction, une station-service ouverte 24 heures l'accueillit, brutalement éclairée de néons blancs. Il se gara près de la pompe à air, loin des autres véhicules, comme s'il avait honte de ceux qui le poussaient là. À l'intérieur, il traversa les rangées de snacks et de sodas jusqu'à un vieux téléphone public suspendu contre un mur. L'objet semblait appartenir à une autre époque, celle où il était encore un homme entier. Dans son portefeuille usé, derrière un tissu élimé, se trouvait un minuscule morceau de papier plié à un vestige de 2005. Un nom. Un numéro. James. Ses mains étaient engourdies, maladroites. Une pièce lui échappa des doigts, roula au sol. Il la laissa là et en inséra une autre. Puis il composa le numéro, chaque touche résonnant dans le vide comme un acte irréversible. Le son de la connexion résonna anormalement fort. Un clic mécanique. Une pause. Puis la tonalité, longue, lointaine. Une fois. 2 fois. À la 3e, une voix, rauque, ensommeillée. Wakey est là. La gorge de Franklin se serra. James c'est Franklin. Franklin est. Le silence qui suivit fut plus glacial que le couloir d'où il venait. 10 secondes. Peut-être plus. On n'entendait que le léger bourdonnement électrique de la ligne ouverte, et derrière lui, le ronflement monotone des congélateurs. Quand James répondit enfin, sa voix n'était plus la même. Elle était nette, dure, comme un couteau tiré de son fourreau. Franklin. Son nom claqua comme une accusation. 15 ans. On te croyait mort. Pourquoi tu appelles? Franklin en cassa, parce qu'il le méritait. James, je suis désolé. Je ne pouvais pas. Tu ne pouvais pas quoi? L'amertume bouillonnait. Tu n'as pas été le seul à perdre quelqu'un. Tu as disparu, mec. Disparu. Aucun mot. Rien. On a dû porter sa boîte. On a dû affronter ça sans toi. Et maintenant tu m'appelles à 3 heures du matin. Franklin inspira lentement. Je t'appelle pour Max. Le nom tomba dans la conversation comme une pierre dans un puits. L'écho qui revint était différent, une douleur vieille de 15 ans. Max, qu'est-ce qu'il a? Franklin ferma les yeux. Je dois te dire la vérité, c'était ma faute, James. Je lui ai donné un mauvais ordre. J'ai hésité. Je l'ai envoyé. C'est moi qui l'ai. Il s'arrêta, prêt à entendre enfin ce qu'il croyait mériter. Oui, tout est de ta faute. Mais ce ne fut pas cela. Mais de quoi tu parles? James semblait suffoqué. C'est ça que tu crois? Depuis 15 ans? C'est pour ça que tu as tout abandonné? Parce que tu penses que c'est toi qui l'as tué. C'est la vérité, murmura Franklin. Non. Le mot explosa. Non. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Tu n'as rien vu, Frank. Rien. Tu avais raison, Max avait alerté. Mais la charge n'était pas là. C'était un leurre. Un piège pour l'équipe de déminage. Il y avait une seconde charge. Un plateau de pression. Pour nous. Le monde bascula sous les pieds de Franklin. Une seconde? Oui. Et Max l'a senti avant nous. Il a compris. Tu crois qu'il a avancé parce que tu lui as dit?
Il a bougé parce que moi, j'ai bougé. C'est moi qui ai fait l'erreur. J'ai quitté la ligne. J'allais marcher dessus. Il m'a plaqué au sol. Il m'a sauvé la vie. C'est moi qui le couvrais, Frank. James pleurait maintenant, sans retenue. Une douleur brute, sans façade. Il est mort en héros. Et toi, tu as disparu. Tu nous as laissés seuls pour porter ça. Franklin chancela. 15 années de certitude, de culpabilité, de silence balayés en un instant. Il n'avait pas provoqué la mort de Max. Il avait fui sa mémoire. Il n'était pas coupable de son erreur. Il était coupable d'avoir abandonné les vivants. Je ne savais pas, souffla-t-il. Non. Parce que tu as fui. Une respiration tremblante. Mais je suis content que tu sois encore vivant. Vraiment. Maintenant je dois y aller. Un clic, et la ligne se tut. Franklin resta figé dans la lumière crue des néons, le combiné mort dans la main. Il n'était pas libéré. Non. On venait de lui donner une autre chaîne, plus lourde, celle de la vérité. Il avait construit 15 ans de solitude sur un mensonge. Max n'était pas mort à cause de lui. Max était mort pour protéger un ami. Et Franklin avait laissé cet ami porter le poids de cette histoire seul. Il sortit, le froid mordant sa peau, et regagna son truck. Il n'y avait plus de fuite possible. Plus de refuge dans les montagnes. Il devait retourner au refuge. Il devait retourner auprès du chien. Non pas pour sauver Wolf d'un passé qui n'était pas le sien. Mais pour empêcher que le présent ne les détruise tous les deux. La route du retour se transforma en un long tunnel noir percé par le faisceau de ses phares. Mais ce qu'il voyait réellement, c'était la poussière ocre d'une route brûlée de soleil, là-bas, à Kandahar. Il n'était pas allégé. Il était transformé. Le sentiment écrasant de l'échec, celui qui avait habité chacune de ses pensées, de ses nuits, de ses respirations, n'était plus là. À sa place. Un chagrin plus aigu, plus pur, celui du lâche qui découvre que son absence a blessé plus profondément que n'importe quelle erreur technique. Max n'avait pas été victime de lui. Max avait été un héros. Et Franklin, au lieu d'honorer sa mémoire, avait fui, laissant James seul à porter la vérité. Il n'avait plus le droit de disparaître. Pas maintenant. Pas alors qu'un autre être vivant attendait, terrifié, dans un chenil froid, à 4 jours d'une mort annoncée. Franklin appuya un peu plus sur l'accélérateur. Il retournait vers Wolf. Vers la vérité. Vers la promesse de ne plus jamais laisser un autre être affronter la nuit seul. Il roula pendant des kilomètres en portant un poids qui n'avait plus rien d'abstrait, la certitude qu'il avait laissé sa vie être définie par une faute qui, au fond, n'avait jamais existé. Il agrippa le volant si fort que ses jointures blanchirent. Ce n'était plus seulement un chien traumatisé qu'il tentait de sauver d'un ultimatum de 7 jours, il cherchait à racheter 15 années de silence, 15 années à fuir un souvenir qui le dévorait. Il tentait d'expier l'abandon d'un héros qu'il avait laissé mourir seul. Lorsque Franklin arriva au refuge, la première lumière de l'aube étirait déjà un voile violet sur l'horizon. Le parking était désert, immobile, encore engourdi de nuit. Il restait 3 jours. Seulement 3. Il avança d'un pas lourd vers l'aile de quarantaine, chaque pas chargé de cette résolution nouvelle et grave qui précède les moments irrévocables. Il entendit Wolf avant de le voir. Un grondement bas, tendu, comme le souffle d'un animal qui sait que la journée apportera inévitablement douleur, agitation et désordre. Franklin s'arrêta devant le crochet où pendait la clé de la cage. Jared la lui avait confiée après l'ordre d'euthanasie. Sans hésiter, il la décrocha. Il ne prit pas son tabouret. Il ne prit pas son livre. Il ne s'équipa d'aucun outil, d'aucun rituel. Il marcha droit vers la porte du box, sans s'arrêter, sans adopter la posture habituelle, sans adopter la prudence enseignée. Wolf bondit aussitôt sur ses pattes, les muscles noués, les yeux fixes. Le changement de comportement de l'homme le déstabilisait. Franklin ne s'asseyait pas. Franklin ne s'arrêtait pas. Franklin avançait. Le grondement de Wolf enfla. Puis il explosa. Le chien se jeta contre la grille, ses pattes heurtant le métal dans un fracas de chaînes secouées. La menace était claire, approche et je te détruis. La peur, elle, était encore plus forte derrière l'agressivité. Franklin ne recula pas.
Il glissa la clé dans l'énorme cadenas. Le déclic de l'ouverture résonna dans le couloir comme une détonation, un son presque sacrilège dans cet espace clos de béton. Wolf perdit tout contrôle. Il aboya d'une voix profonde, frénétique, terrifiante, un aboiement chargé de panique brute. Ses dents claquaient contre le grillage, son regard écarquillé ne voyait plus un homme mais une menace absolue, un envahisseur prêt à tuer. « Je te tuerai si tu entres. » Franklin inspira profondément. Ce n'était plus l'odeur stérile de javelisant qu'il sentait, mais la poussière brûlante de Kandahar. Il n'était plus un homme écrasé par un souvenir. Il était un soldat fatigué de courir. Fatigué de fuir le fantôme de son propre passé. Il tira lentement le verrou et ouvrit la grille juste assez pour se glisser à l'intérieur. Puis il referma derrière lui. Le claquement sec du loquet sonna comme un tir. Wolf hurla. Ce n'était plus un aboiement, c'était un cri, aigu, déchirant, chargé d'une terreur si violente qu'elle en devenait physique. Le chien recula à toute vitesse, se cognant contre le mur du fond. Piégé. Coincé. Pris entre la panique et un vide sans issue. Franklin resta immobile. Il offrit l'espace entier au chien, se tenant près de la porte, dos au mur, sans adopter la posture soumise d'un dresseur, sans détourner le regard. Il ne se rendait pas plus petit. Il ne se faisait pas invisible. Il n'était pas un homme implorant la confiance. Il était un homme qui avait cessé de fuir. Les grognements continuaient de remplir l'air, mais quelque chose changeait. À travers la panique, Wolf observait. Il reconnaissait l'homme du tabouret, celui qui venait chaque matin, celui qui tremblait légèrement, celui dont le cœur battait trop vite, celui qui sentait la culpabilité, la honte, l'hésitation et toutes ces choses qu'un chien peut sentir avant même de les comprendre. Mais cet homme-là n'existait plus. Celui qui se tenait devant lui n'était pas tendu, pas agité, pas déchiré par un passé en lambeaux. Il était lourd, oui, accablé, profondément triste. Mais la peur avait disparu. Cette absence bouleversait Wolf plus que tout le reste. Un homme sans peur n'était pas un danger. Il était un rocher. Une ancre. Une présence stable dans l'océan de terreur qui engloutissait le chien. Le grognement se fit hésitant. Puis incertain. Les oreilles restèrent plaquées, mais la tête se redressa. Wolf écoutait. Wolf analysait. Wolf cherchait. Franklin se laissa lentement tomber à genoux. Pas en position de défense. Pas prêt à bondir. Mais en posture de vulnérabilité absolue, les mains ouvertes posées sur ses cuisses. Il leva les yeux vers le chien. C'était un héros, murmura-t-il d'une voix brisée. Wolf inclina légèrement la tête. Le grondement cessa. Une plainte aiguë lui échappa, le son d'une confusion profonde. Il s'appelait Max, continua Franklin. Ce n'était pas un échec. C'était un héros. Et moi, je l'ai laissé. Je me suis enfui. Il ne parlait pas au chien. Il parlait devant lui. Comme s'il avait besoin d'un témoin. Comme si la vérité devait exister dans l'air pour qu'il puisse enfin respirer. Wolf sembla s'affaisser. Toute l'énergie qu'il avait maintenue figée se mit à trembler, puis à se dissoudre. Le calme de l'homme lui renvoyait sa propre panique comme un miroir renversé. Le danger n'était pas une menace extérieure. Le danger venait de son propre passé comme celui de Franklin. Alors Wolf fit un pas. Un seul. Puis un autre. Lentement. Le ventre bas. Les pattes aussi silencieuses que des ombres glissant sur le sol froid. Il s'arrêta juste hors de portée, son museau frémissant, lisant les odeurs, déchiffrant chaque particule d'histoire ancrée dans la peau de l'homme. Il sentit le sel des larmes. L'adrénaline d'une vérité retenue trop longtemps. Le poids d'une absence qui avait rongé un homme pendant 15 ans. Franklin ne bougea pas. Il ne tendit pas la main. Il ne réclama rien. Il attendit. Wolf franchit la dernière distance. Il tendit lentement son long cou gris, puis dans un geste d'une profondeur presque sacrée, il appuya sa tête contre la poitrine de Franklin. Pas une caresse. Pas un contact timidement offert. Un poids, ferme, lourd comme s'il tentait de le soutenir. Ou de se soutenir lui-même. Comme si ces deux êtres brisés se reconnaissaient enfin. Le souffle de Franklin se bloqua. Les yeux fermés, il leva lentement les mains et les posa de part et d'autre de la tête du berger. Il ne caressa pas.
Il enveloppa. Il ancra. Et pour la première fois depuis 2005, Franklin se mit à pleurer. Il pleura pour Max, pour son sacrifice oublié dans le sable brûlant. Il pleura pour James, le compagnon perdu à travers les années de silence. Il pleura pour lui-même, pour l'homme qu'il aurait pu devenir et pour les années qui ne reviendraient jamais. Wolfe tremblait contre lui, et dans ce couloir froid, deux vétérans l'un à deux jambes, l'autre à quatre commencèrent lentement à guérir. Ils restèrent ainsi longtemps, immobiles, fusionnés dans une douleur enfin partagée. Ce soir-là, tout changea. Franklin, patient et méthodique, réussit à introduire la muselière. Wolfe détesta l'objet, se recula, grogna, mais il l'accepta parce que Franklin était là. Parce que Franklin ne tremblait plus. Parce que l'homme était devenu un repère. À 16 heures, Wolfe fit même quelques pas en laisse dans le box. Meredith observa en silence, les joues mouillées. Quand Franklin sortit du box, elle s'essuya les yeux et déclara, la voix brisée mais pleine d'espoir. On l'a, Franklin. On peut filmer demain. On va gagner contre le délai. Pour la première fois depuis 15 ans, Franklin sentit une paix fragile, une étincelle de légèreté. Il décida de rentrer à sa cabane pour dormir vraiment, pour la première fois depuis une semaine entière. Mais la montagne l'attendait. En montant, il remarqua un air inhabituellement lourd, presque huileux, teinté d'un jaune vert étrange. Aucun souffle de vent. Une immobilité profonde, inquiétante, comme la respiration retenue d'une terre prête à exploser. Il était dans sa cuisine, réchauffant une boîte de soupe, lorsque le ciel se déchira. Pas un tonnerre. Une déflagration. Un claquement sec et violent qui fit vibrer chaque vitre de la cabane. Un son identique à celui d'une explosion d'artillerie. Franklin lâcha la cuillère métallique. Elle tomba dans un bruit strident. Mais lui ne bougea pas. Il disparut intérieurement. Instinctivement. Il se jeta au sol, dos contre le mur, main sur la tête, respirant l'air comme s'il s'attendait à sentir la poussière brûlée d'un champ de bataille. En une fraction de seconde, il n'était plus au Nouveau-Mexique. Il était revenu en Afghanistan. À des kilomètres de là, dans la quarantaine du refuge, le même tonnerre éclata. Les murs de béton, construits comme un bunker, amplifièrent le son, le déformant en une onde qui vibrait dans le ventre. Wolfe dormait profondément. Le bruit le transperça. Il se réveilla en hurlant. Il n'était plus dans une cage. Il était sur un théâtre d'opération. Une seconde déflagration secoua le bâtiment. Wolfe fonça contre la porte de son box, la même qu'il avait déjà frappée pendant des jours, la même dont le loquet avait été affaibli, rafistolé trop vite. Il la heurta une fois, deux fois un projectile de 90 livres guidé par un seul instinct, fuir la guerre. Au troisième impact, le loquet céda. Wolfe jaillit hors du box. Il ne vit rien. Il ne pensa rien. Il n'était plus un chien. Il n'était qu'un réflexe, une blessure vive. Il traversa le couloir sombre, contourna le comptoir d'accueil, heurta la porte d'entrée à verrouiller. Il pivota, haletant, et se précipita vers la clinique où un large passe-plat offrait une issue. Il gratta, força, se tordit, se contorsionna et finit par s'extraire. Il surgit dehors, au cœur d'une tempête violente. La pluie tombait comme un rideau solide. Le tonnerre éclatait sans interruption. Wolfe courut dans la nuit, non pas pour atteindre un endroit, mais pour échapper à un passé qui se réveillait dans chaque éclair. L'aube, le lendemain, se leva sur un ciel d'une clarté presque irréelle, d'un bleu lavé par la violence de la nuit. Mais le sol était dévasté, branches arrachées, détritus éparpillés, traces de rafales brutales. David arriva pour son service à 7 heures, ignorant encore qu'un chapitre venait de s'ouvrir, un chapitre où deux vétérans, un homme et un chien, allaient devoir affronter une nouvelle épreuve. Une épreuve qui déciderait si la guérison commencée dans ce couloir pouvait survivre au monde extérieur. David n'était revenu au refuge que depuis quelques jours, encore officiellement en congé obligatoire après sa blessure, mais déterminé à reprendre le contrôle de la situation. Il était venu préparé, sa main était enveloppée dans un bandage plus léger, signe de sa volonté de tourner la page. Dans son autre main, il tenait l'avis officiel de mise en danger, 7 jours. Il n'en restait plus que 2. Pour lui, l'affaire devait être conclue aujourd'hui. Définitivement. Mais lorsqu'il arriva près du bâtiment de quarantaine, il comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Depuis la fenêtre de son camion,
ses yeux se figèrent. La porte du chenil de Wolf n'était pas simplement entr'ouverte, elle pendait de travers, tenue par une seule charnière tordue, comme si une force massive l'avait arrachée. Le métal était plié vers l'extérieur. Le sol de béton, autrefois propre, était souillé d'empreintes boueuses qui tournaient en cercles désordonnés. Un frisson glacial remonta la colonne vertébrale de David. Avant même de ressentir la colère, il sentit une terreur ancienne, celle qui s'était gravée dans son esprit 5 ans plus tôt, au moment de l'attaque qui lui avait laissé des cicatrices dans la chair comme dans l'âme. Ce jour-là aussi, l'animal était resté silencieux, docile jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Jusqu'à ce que le monde bascule dans un tourbillon de hurlements, de sang et d'impuissance. Non, murmura-t-il. Il suivit les traces, son cœur accélérant, sa main valide glissant instinctivement vers la lampe tactique attachée à sa ceinture. Les empreintes menaient au couloir, puis vers la petite clinique attenante. Là, il découvrit une autre preuve, la chatière brisée, le plastique éclaté en morceaux tranchants. Wolf était dehors. Le monstre. La menace. La bombe à retardement dont il avait tant de fois averti ses collègues. Libre. Dans la communauté. Près des écoles. Près des ranchs. Près de tout ce qu'il avait juré de protéger. David se rua vers son camion, la panique cognant contre sa cage thoracique. Il ne contacta ni Jared ni Meredith. Il saisit directement sa radio de comté. Dispatch, ici David 14. G1 octobre 2031. Shepherd agressif niveau 4, MWD, échappé du refuge du comté de Taos. Animal dangereux, risque public élevé. J'initie les protocoles de confinement. Il marqua une pause, sa voix tremblant malgré lui. Et je suis armé. Sans attendre la réponse, il démarra en trombe vers les contreforts des montagnes. Il savait. Tout comme Franklin savait. Un animal terrorisé fuit toujours vers les hauteurs, vers les zones isolées, vers les terrains accidentés où il croit pouvoir se défendre. Dans la cabine de Franklin, un téléphone fixe à un objet presque oublié, poussiéreux, vestige d'une époque où il parlait encore aux gens, se mit soudain à sonner. Le bruit strident, mécanique, brisa le silence de l'aube. Franklin venait tout juste de sortir d'un sommeil agité, hanté par les réminiscences du tonnerre de la nuit précédente, ce même tonnerre qui comprimait sa gorge et réveillait des spectres d'Afghanistan. Il décrocha, la voix encore râpeuse. Ouais. Au bout du fil, la voix de Meredith éclata comme une vitre qu'on jette au sol, excessive, paniquée, presque douloureuse. Franklin, il est parti. Il est parti. Instantanément, toutes les fibres de Franklin se tendirent. Meredith respire. Qui est parti? Wolf. La tempête, oh Dieu, la tempête de cette nuit, les éclairs, le tonnerre, ça a dû le rendre fou de terreur. Il a brisé la porte du chenil. Il s'est enfui, Franklin. Il était déjà en train d'enfiler ses bottes. Où est Jared? Je ne sais pas. Je viens juste d'arriver. Mais David n'est pas là. Son camion a disparu. Et il ne répond pas à la radio. Franklin, il le traque. Je le sais. Il va le tuer. Franklin ferma les yeux. L'aveu de James, son camarade mort, résonnait encore dans sa tête, il est mort en me sauvant. Et aujourd'hui, un autre vétéran abandonné, traumatisé, était devenu la cible d'une chasse, juste parce qu'il avait eu peur. Où irait-il? Demanda Meredith, la voix brisée. En hauteur, répondit Franklin en attrapant sa vieille veste en cuir. Loin du bruit. Vers un endroit qu'on peut défendre. Il savait exactement où. L'ancienne exploitation minière, abandonnée depuis les années 1970. Un réseau de rochers, de crevasses, de tunnels. Un terrain que seul un animal acculé choisirait. Rendez-vous au pied du sentier de la vieille mine de Sonora. Il ne prit pas la peine de raccrocher. Il laissa simplement le combiné glisser contre le socle et sortit en courant. Sa conduite fut un mélange de contrôle et d'urgence féroce. Il n'était plus seulement un homme isolé, il redevenait un maître chien, un soldat entraîné à répondre aux dangers avec précision, empathie et détermination. Au début du sentier, il les aperçut. 2 camions blancs du comté, garés de travers, comme si l'on avait freiné trop brusquement. La petite berline de Meredith était arrêtée en biais, portière ouverte. David était là. Et il n'était pas seul. 2 jeunes officiers l'accompagnaient,
visiblement mal à l'aise. David, lui, ne tremblait plus, il était figé dans une certitude glacée, celle d'un homme qui revivait son pire cauchemar et voulait le tuer avant qu'il ne recommence. Il portait une carabine de service, déjà prête, tenue en position basse mais opérationnelle. Meredith se tenait devant lui, bras écartés, les joues trempées de larmes. « David, tu ne peux pas. Tu n'en as pas le droit. Jared n'a rien signé. »« Je n'ai pas besoin de sa signature, » répondit-il d'une voix plate. « C'est une menace active. » Il serra plus fort la crosse. « Ce truc m'a mutilé. Et maintenant il est libre. J'ai l'autorité. Maintenant écarte-toi, Meredith. »« Ce n'est pas un truc, » répliqua TL. « C'est un vétéran. Il est juste terrifié. »« Moi aussi. » hurla David, enfin brisé. « Moi aussi. Et je ne laisserai pas ce qui m'est arrivé arriver à un gamin qui marche vers l'école. Bouge. » Il la poussa, brutalement. Elle chancela, manqua de tomber. Puis il arma la carabine. Le glissement métallique, sec, résonna comme un verdict. C'est alors que la voix de Franklin coupa l'air froid. « Pose ton arme, David. » Il n'avait pas crié. Il n'avait pas eu besoin. La tonalité commandait l'obéissance. David pivota. Franklin avançait vers eux, silhouette haute, découpée par la lumière du matin. Son vieux blouson brun ouvert laissait apparaître la chemise à carreaux rouges et marine. Sa barbe grisonnante, sévère, donnait à son visage la dureté d'un rocher. Il s'arrêta à quelques mètres. « J'ai dit, pose cette arme. »« Mêle-toi de tes affaires, vieil homme, » cracha David. « C'est toi qui l'as agité. Tout ça c'est de ta faute. Et je vais en finir. »« Ce n'est pas une menace, » répondit Franklin. « C'est un soldat. Il se cache. Il appelle à l'aide. »« Ce n'est pas un appel à l'aide, » ricana David. « Je connais ce son. C'est celui qu'ils font juste avant de t'arracher un bras. Alors tu devrais aussi reconnaître la voix d'un homme qui te donne un ordre légal. » Cette voix ne venait pas de Franklin. Une berline noire venait d'arriver, se plaçant en travers du chemin. Une vieille interceptor de police. Jared en sortit. Mais ce n'était plus le directeur fatigué du refuge. C'était l'ancien capitaine de police. Il portait une veste sombre, marquée des lettres effacées de Taos PD. Ses épaules étaient larges, son pas autoritaire, son regard affûté comme un couteau. Il se plaça entre David et Franklin. « David, » dit-il d'une voix de commande. « Je sais ce que tu penses. Je sais ce que tu revis. Mais ce n'est pas ce jour-là. Et ce n'est pas ce chien. Tu es émotionnellement compromis. Donne-moi cette arme. »« J'ai l'autorité. » protesta David. « Non, tu ne l'as pas, » rétorqua Jared, sec. Les deux jeunes officiers reculèrent. « Tu as une recommandation. Je suis le directeur de cette installation. Ce chien relève de ma juridiction jusqu'à demain midi, ou jusqu'à ce que je signe les papiers. Et je ne les ai pas signés. » Il le pointa du doigt. « Tu poursuis ma propriété. Tu menaces un civil. » Il désigna Franklin. « Tu te calmes. Immédiatement. C'est un ordre direct. » Le silence tomba, dense comme la neige. David avala difficilement. Son visage était blême. Son souffle tremblait. Et finalement il abaissa la carabine. Jared ne céda rien. Il lui tourna le dos, un geste volontaire de domination, et puis se tourna vers Franklin. « Tu avais raison, » dit-il doucement. « Surtout. J'étais tellement occupé à gérer les règles que j'ai oublié de gérer le problème. » Il hocha la tête. « Tu t'es senti inspiré pour l'aider. Et en te regardant tu m'as inspiré aussi. » Il recula. « Tu sais où il s'est réfugié, n'est-ce pas ? » « Je sais où il cherchera à se défendre, » répondit Franklin. « Alors va le chercher, » dit Jared. Il consulta sa montre. « Le délai officiel, c'est demain midi. Mais à partir de maintenant, je te donne 24 heures. Va récupérer ton soldat, Franklin. » Un soldat. C'est bien ce qu'il était. Ce qu'ils étaient tous les deux. Franklin regarda Meredith, effondré mais soulagé. Jared, droit et déterminé.
David, brisé par sa propre peur. Puis il se détourna. Vers la montagne. Sa montagne. Et il commença à grimper, laissant derrière lui les cris, les moteurs, et la peur des autres pour aller vers un animal qui, peut-être, n'avait pas seulement besoin d'être sauvé mais d'être compris. La peur de David, l'épuisement de Jared, toutes leurs inquiétudes s'effacèrent dès que Franklin posa le pied sur le sentier. Le monde redevenait soudain le sien. L'air du haut désert, encore chargé de la fraîcheur laissée par l'orage, avait été lavé de toute lourdeur. Il avançait avec une détermination qu'il n'avait plus ressentie depuis 15 ans. L'ermite disparaissait. L'ancien maître-chien reprenait place en lui, comme si les années de silence n'avaient jamais existé. Malgré la cinquantaine bien entamée, son corps se mouvait avec la précision économe d'un homme qui connaissait la montagne intimement. Ses bottes trouvaient naturellement appui sur la roche glissante, ses pas mesurés évitaient les pièges du relief. Il ne marchait pas, il traquait. Et les signes étaient d'une évidence presque douloureuse trop facile à lire, comme s'il tuait tout espoir d'une issue simple. Les empreintes de pattes marquaient profondément la terre rouge détrempée, désordonnée, révélant la fuite d'un animal pris de panique aveugle. Ici, on voyait où Wolf avait glissé et des marques de griffes brouillées dans la boue. Là, un rameau brisé sous l'impact d'un corps lancé à pleine vitesse. Ce n'était pas une évasion. C'était une débâcle. Une débandade terrifiée. Franklin savait exactement où menaient ses traces. Lui aussi, autrefois, avait cherché un abri défendable, un endroit où pouvoir respirer en attendant que la tempête, extérieure ou intérieure, passe. La vieille mine de Sonora, abandonnée depuis les années 1970, était l'un de ces lieux. Une cicatrice béante dans le flanc de la montagne. Un labyrinthe dangereux d'équipements rouillés, d'éboulis instables, de trous béants où l'obscurité avalait tout bruit. Le refuge parfait pour un soldat blessé, qu'il soit homme ou animal. Un terrier. Un dernier rempart. Franklin atteignit la crête finale, son souffle régulier, ses yeux balayant le paysage avec une vigilance forgée par une vie entière d'alerte. Le silence dominait. Seul le vent murmurait dans les pignons. Wolf, appelait-il doucement. Sa voix n'était pas un ordre. C'était un murmure apaisant, presque un secret confié au vent. Je suis là. Tu n'es plus seul. Aucune réponse. Mais Franklin sentait la présence du chien. La panique avait dû le pousser au bout de ses forces. Il se dirigea vers l'ancien espace de traitement minier, un plateau rocheux jonché de carcasses métalliques rouillées. Doucement, soldat, dit-il à mi-voix. On parle seulement. C'est alors qu'il l'entendit. Pas un aboiement. Pas un cri. Un grondement grave, vibrant, comme un moteur qui tourne trop bas. Un son chargé de désespoir. Et il venait d'en bas. Franklin suivit le bruit jusqu'à l'arête d'une fissure profonde, un ancien accès effondré de la mine, une entaille verticale dans la roche, large d'environ 2 mètres et plongeant sur près de 6. Il se pencha. 2 yeux ambrés, brillants de terreur, le fixaient depuis les ténèbres. Wolf était coincé au fond. Sans doute avait-il couru dans l'obscurité, aveuglé par la peur et la pluie, puis avait chuté. Il tentait de se relever, mais sa patte arrière droite était prise dans un enchevêtrement de vieux fer à béton et de pierres instables. L'angle de son membre était impossible, déformé par la douleur. Le chien était piégé. Et lorsqu'il reconnut la silhouette au-dessus de lui, il tenta malgré tout de bondir, ses dents claquant dans le vide, son corps tremblant d'un mélange de souffrance et de fureur animale. Un animal acculé. Prêt à se battre jusqu'au dernier souffle. Franklin sentit son cœur se serrer. Il ne voyait pas un monstre. Il voyait un soldat arriver au bout de son chemin. Un être brisé qui n'attendait plus qu'un verdict. Il ouvrit sa vieille veste de cuir, laissant apparaître le carreau usé de sa chemise. Il devait descendre. Mais pas par l'aplomb où Wolf avait CHU, une chute droite était impossible. Il longea la fissure, ses yeux cherchant une alternative. Une vingtaine de mètres plus bas, la paroi formait une pente dangereuse, un dévers de gravier et d'écailles de schiste menant à une petite corniche, juste à hauteur du chien. Ce serait périlleux, mais c'était la seule voie. Il s'assit au bord, planta les talons dans la terre meuble et se laissa glisser. Le bruit sec et crissant des roches roulant sous lui fit redoubler la panique de Wolf. Franklin glissa plus vite qu'il ne l'aurait voulu, ses paumes abrasées par les pierres, sa veste arrachée par des arêtes coupantes. Il heurta la corniche violemment, l'air chassé de ses poumons. Sous lui,
Wolf devenait frénétique, claquant ses mâchoires contre la paroi, contre sa propre patte coincée, contre la présence humaine qui venait d'entrer dans son tombeau. Doucement, souffla Franklin, haletant. Je ne suis pas là pour te faire du mal. Il ne s'approcha pas. Il s'assit simplement au bord de la corniche, les jambes pendant au-dessus du chien. Il s'appuya au roc froid et laissa le silence s'étirer. Il laissa la panique du chien brûler ce qu'elle devait brûler. Wolf grogna, aboya, secoua la pierre de sa rage impuissante. Puis, peu à peu, épuisé, il se laissa retomber dans un grondement continu, faible, désespéré. Franklin observa sa main gauche. La glissade avait ouvert la paume, et le sang coulait en fil sombre. Il fouilla dans sa veste. Un maître chien n'est jamais sans matériel. Il sortit un petit kit de premiers soins en toile. Wolf le suivait du regard, les oreilles basses, chaque geste gravé dans sa mémoire traumatisée. Franklin nettoya sa plaie, étouffant un sifflement lorsque l'antiseptique mordit la chair vive. Il banda sa main lentement, avec un soin méthodique. Puis, d'une voix calme, presque chuchotée, il parla. « C'était un héros, dit-il. » Wolf cessa un instant de grogner, ses oreilles frémissant au son. « Max, » poursuivit Franklin en serrant la bande. « Mon partenaire. » Je lui ai dit, à Meredith. Je me le suis dit à moi-même pendant 15 ans. Que je l'avais tué. Il leva son regard vers sa main bandée, puis vers le chien. Mais ce n'était pas vrai. La vérité était pire. Il a vu le piège. Le second dispositif. Celui qui visait moi et James. Il n'a pas hésité. Il s'est jeté dessus. Il a pris toute l'explosion pour nous. Wolf émit un gémissement aigu, nerveux, mais attentif. Et moi, j'ai fui, murmura Franklin. Je me suis enfui de sa mémoire. De mon équipe. J'ai laissé James porter cette histoire seul. Pendant 15 ans j'ai été enfermé dans ma propre lâcheté. Il regarda le chien, dont la patte demeurait prisonnière du métal rouillé. Nous sommes tous les deux coincés, n'est-ce pas, soldat? Toi, parce que ces hommes t'ont fait. Par le tonnerre. Par ce trou. Et moi par ce mensonge que j'ai laissé me détruire. Il inspira profondément. L'air froid et humide emplit ses poumons. Aujourd'hui, on sort. Tous les deux. Il se leva sur la corniche. Détacha sa ceinture en cuir, solide, épaisse, patinée par 20 années de service. Il se pencha. J'arrive. Platz rinté. Wolf, reconnaissant instinctivement le timbre de commandement, abaissa la tête malgré la terreur qui tordait son corps. Franklin se laissa tomber les derniers mètres. Il atterrit souplement, absorbant l'impact. Wolf grogna, réflexe d'un animal blessé mais ne put attaquer. Trop faible. Trop terrifié. Et, peut-être, troublé par quelque chose chez cet homme qui ne reculait pas devant lui. Doucement, murmura Franklin. Il ne se dirigea pas vers la gueule menaçante. Il se rapprocha de la patte emprisonnée. Je vois le problème. On va arranger ça. Il travaillait comme quelqu'un qui désamorce un explosif. Lentement. Avec respect. Il fit glisser sa ceinture pour créer une grande boucle, un licol improvisé. Voilà, c'est juste un outil. Je t'aide. Il passa la boucle autour du cou massif de Wolf. Le chien sursauta, mais n'attaqua pas. Trop exténué. Trop vaincu. Bon chien, souffla Franklin. Guté ginge. Il resserra la boucle juste assez pour guider, pas pour étrangler. Puis il examina la patte. Le métal tordu retenait le membre, mais la pierre semblait prête à céder. Franklin attrapa le plus gros bloc, serra les dents et tira de toutes ses forces. La roche se dégagea dans un crissement sinistre. Wolf hurla lorsque la pression se relâcha. Mais il était libre. Libre mais incapable de marcher correctement. Sa patte pendait, inutilisable. Franklin scruta la faille. Le chemin par lequel il était descendu ne permettrait jamais de remonter avec un chien blessé. Mais à l'autre extrémité, un éboulis formait un passage raide, presque vertical, mais praticable. Une sortie. C'est là que ça devient difficile, dit-il, tirant légèrement sur la ceinture. On doit grimper. Ensemble. Il entreprit la montée,
grimpant les premiers mètres sur des rochers glissants. Il se retourna. Wolf, sur 3 pattes, gémissait, partagé entre la peur d'être abandonné et la peur de bouger. Franklin redescendit aussitôt. Il posa sa main sur la tête du chien. « Tu es un soldat. Tu es un héros. Tu ne mourras pas ici. » Puis, avec une autorité douce, inébranlable. « Up. Monte. » Wolf leva les yeux vers lui. Vers le chemin. Vers l'homme. Et il choisit. Dans un gémissement douloureux, il posa ses pattes avant sur le premier rocher. Sa patte blessée traînait derrière lui, mais il avançait. Franklin progressait juste devant, utilisant la ceinture non comme une laisse mais comme une ligne de vie. « Up » répétait-il doucement. Encore. Et encore. La montée était un supplice. 90 livres de muscles, de douleur et de courage, hissés à la seule force de la volonté. Mais ils montaient. Ensemble. Et plus ils grimpaient, plus le vent frais de la surface se mêlait à leur souffle. La lumière se faisait plus vive. L'air moins stagnant. La sortie n'était plus une illusion. C'était une promesse. Une promesse qu'aucun des deux ne comptait briser. Franklin se hissa tant bien que mal, son corps meurtri protestant à chaque mouvement. Les pierres glissaient sous ses doigts, dévalant la pente dans un fracas sec. Wolf, juste derrière lui, laissa échapper un cri de douleur quand sa patte heurta la roche, mais il continua. Il suivait l'ordre. Il faisait confiance à cette voix qui, pour la première fois depuis longtemps, ne lui promettait ni violence ni abandon. Il n'était plus qu'un mélange de terre, de sang et de sueur aux deux silhouettes liées par une même volonté, survivre. Franklin tirait, Wolf rampait, et ensemble ils formaient un seul souffle, un seul élan, un seul instinct. Dans un ultime effort, Franklin agrippa le rebord final. Ses muscles brûlaient, mais il ne lâcha pas. Il se hissa, roula sur le sol plat du sommet, planta ses bottes dans la terre et, rassemblant tout ce qui lui restait de force, tira Wolf une dernière fois. Le chien bondit dans un geste désespéré et s'effondra enfin sur l'esplanade du sentier. Le souffle court, la gueule ouverte, il tremblait, vidé, mais vivant. Libre. Franklin défit sa ceinture, qui lui avait servi de lien improvisé, puis s'affala à côté du chien, le dos contre un rocher froid. Il haletait, sa main recommençant à saigner à travers le bandage déchiré. Sa veste de cuir n'était plus qu'un lambeau. Wolf, malgré la douleur de sa patte, se traîna jusqu'à lui, parcourant les 2 derniers mètres comme un soldat retournant à son chef. Il posa sa tête dans les genoux de Franklin et, doucement, commença à lécher le sang qui s'échappait de sa main. Franklin leva les yeux vers le ciel d'un bleu pur, lavé par la tempête, et le laissa faire. Il n'y avait plus de peur. Plus de distance. Plus de mensonges entre eux. La descente fut lente, douloureuse, interminable. Franklin avait glissé sa ceinture sous la poitrine du chien, l'utilisant comme harnais de fortune pour soutenir son poids. Wolf, épuisé, tenait à peine debout. Il boitait, sa patte arrière tremblant à chaque pas, mais il avançait. Il ne tirait pas, ne paniquait pas, ne tentait plus de fuir. L'animal affolé qui avait disparu dans la violence de l'orage n'existait plus. À sa place marchait un combattant blessé, déterminé, qui avait choisi son guide. Chaque pas ramenait Franklin vers un monde dont il s'était coupé depuis 15 ans. Lui qui avait gravi la montagne pour s'exiler redescendait maintenant en portant le poids d'un autre être vivant. Et ce simple geste, pourtant si humble, fissurait l'armure qu'il avait construite autour de son cœur. Quand ils sortirent enfin de la forêt de pignons pour rejoindre le parking de gravier, le temps sembla se figer. Le groupe était resté là, figé dans la même tension suspendue depuis sa fuite. Meredith fut la première à les apercevoir. Elle marchait nerveusement depuis des heures, se tordant les mains, et s'arrêta net. Un son lui échappa, mi-sanglot, mi-souffle. Franklin. Jared, alerté, se retourna à son tour. Son masque professionnel glissa, révélant une vague de soulagement brut. Même les 2 jeunes agents, qui s'étaient affalés contre leur camion, se redressèrent immédiatement. Le spectacle qu'ils découvraient était brutal, presque sauvage. Franklin, couvert de boue et de sang séché, le visage fermé par l'épuisement. Sa chemise en flanelle et son blouson de cuir déchiré comme après un combat. Et Wolf, un fantôme gris et blanc, la fourrure maculée, la patte arrière complètement suspendue dans le vide, mais la tête haute,
les yeux fixés sur l'homme qu'il suivait désormais sans hésitation. La tension monta d'un cran, mais elle n'était plus tournée vers Franklin. Elle s'orientait vers un seul homme, David. David, à l'écart, son fusil désormais accroché dans son dos, paraissait soudain minuscule. Son visage était pâle, impossible à lire. Il observait la scène sans bouger, mais ses yeux n'étaient pas rivés sur Franklin. Ils étaient rivés sur Wolf. Il voyait la douleur. Il voyait la fatigue. Et, surtout, il voyait l'inimaginable, ce chien qu'il avait craint, qualifié de monstre, marchait maintenant calmement au bout d'une laisse détendue, les épaules basses, le regard ancré dans celui de son protecteur. Wolf n'était pas un démon. Il n'était qu'un être brisé, comme lui. Meredith fit mine de courir vers eux. Franklin sa patte. Doucement, dit Franklin, levant sa main bandée. Tout va bien. Il est calme. Gardons-le comme ça. Mais ce fut David qui bougea le premier. Sans dire un mot, il se détourna, marcha droit vers son camion de comté et ouvrit le panneau latéral. Il en sortit une grande mallette médicale professionnelle, orange éclatant, lourde, utilisée pour les urgences vétérinaires et les blessures graves. Il revint vers eux, chacun retenant son souffle. Meredith recula instinctivement. Franklin ne bougea pas, mais il positionna son corps légèrement devant Wolf, prêt à le protéger. David s'arrêta à 3 mètres. Il ne tenta pas d'approcher davantage. Son regard s'ancrant dans celui de Franklin, dépouillé de la folie et de la panique qui l'avait dominé. Il était redevenu un officier, précis, méthodique. Cette patte a besoin de points de suture immédiatement, dit-il d'une voix coupante. S'il reste comme ça, il risque une atteinte nerveuse. Il faut nettoyer, désinfecter et poser une attelle. Il baissa brièvement les yeux vers Wolf, puis les releva vers Franklin. Dans ce regard se trouvait la honte, l'épuisement, la confusion profonde d'un homme qui ne comprenait plus ce qu'il croyait savoir. David ne dit rien de plus. Il posa la mallette au sol, recula lentement, retourna à son camion et s'y adossa. Son rôle, enfin, était terminé. Jared s'avança, reprenant les commandes. Meredith, avec moi. On l'emmène à la clinique. En douceur. Franklin s'agenouilla. Wolf gémit, lui lécha le visage. La voix de Franklin se fit murmure, douce comme une prière. Ça va, soldat. Ils sont des nôtres. Tu es en sécurité. Il détacha la ceinture du cou du chien et regarda Meredith et Jared soulever délicatement les 90 kilos de berger allemand pour l'installer dans la cage de transport. Il les regarda partir, son but fragile emporté vers des soins urgents. Et il se retrouva seul, debout, au milieu du sentier, couvert de boue et de sang, ne sachant plus du tout ce que l'avenir lui réservait. Jared revint vers lui avec une petite trousse de premiers soins qu'il avait récupérée dans sa voiture. « Ta main, dit-il simplement. Franklin baissa les yeux vers sa paume ouverte, oubliée. Il hocha la tête et laissa Jared nettoyer et redresser le bandage, avec la maladresse tendre d'un homme qui n'avait pas fait ça depuis longtemps. « C'était la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue, murmura Jared en fixant la gaze. Et je ne parle pas de l'escalade. Je parle de ce que tu as fait pour David. » Franklin leva les yeux vers l'officier, toujours prostré près de son camion, son visage chaviré vers le sol. « Il est piégé, dit Franklin. Comme le chien. Oui, répondit Jared doucement. Tu as cette façon de voir les choses, de voir les gens. Il referma la trousse, regarda Franklin, ce géant en chemise à carreaux, veste de cuir détruite, silhouette d'un homme qui n'avait sa place nulle part. Écoute, reprit Jared en désignant un petit bâtiment au fond de la propriété. Là-bas, sous le grand cotonnier. Une vieille maisonnette. Le logement du gardien autrefois. Ça ne paie pas de mine, mais c'est calme, c'est solide, et elle est à toi si tu la veux. Franklin cligna des yeux, ne comprenant pas. Jared, je ne peux pas payer. Je ne parle pas de loyer, dit Jared avec gravité. Meredith a une liste. 3 autres chiens derrière. Un chien de chasse qui ne laisse personne l'approcher. Un croisé berger venant d'un réseau de combat. Des chiens que je gardais en vie en attendant un miracle que je cachais à David. Il planta ses yeux dans les siens. Je crois que tu es ce miracle. La maison est à toi. Le rôle aussi, si tu l'acceptes, continuer ce que tu viens de faire. M'aider à les sauver. Franklin tourna la tête vers la maisonnette.
puis vers la clinique, où il entendait la voix douce de Meredith rassurer Wolf. Il pensa à sa cabane glacée, silencieuse, sur la montagne. 15 ans de pénitence qu'il s'était infligé. 15 ans à fuir son passé, la mort héroïque de Max, la détresse de James. Mais tout cela n'était pas fait pour être oublié. C'était fait pour être honoré. Il inspira profondément. « Je dois aller chercher mes affaires, dit-il. » Des mois plus tard, la première neige couvrait la vallée d'un voile blanc. La petite maison en stuc n'était plus abandonnée, la clôture était réparée, un enclos sécurisé entourait le jardin, et une fumée légère s'élevait du poêle. Sur le perron, Wolf dormait au soleil d'hiver, magnifique, son pelage épais et propre. Sa patte arrière, bien que légèrement raide, ne le ralentissait presque plus. C'était chez lui. Franklin, lui, se tenait devant l'ancien chenil, celui où Wolf avait autrefois hurlé de panique. À l'intérieur, un chien croisé tremblait. À 6 pieds de la grille, assis sur un tabouret bancal, un jeune homme observait, crispé, Mike, un vétéran d'une guerre plus récente, les mains tremblaient. « Je ne comprends pas, » souffla Mike. « Je m'assois. Je ne fais rien. » Et il tremble encore. Franklin, qui n'était plus l'homme silencieux de la montagne, se contenta de se caler contre la rambarde. « Tu fais quelque chose. Tu lui apprends que ta présence n'est pas une menace. Ne regarde pas le chien, Mike. Regarde l'air autour de lui. Il n'a pas peur de toi. Il a peur de ce que tu pourrais faire. Tu dois juste rester là. Jusqu'à ce qu'il comprenne que tu ne feras rien. » Mike hocha la tête, inspirant difficilement. « Combien de temps ça t'a pris avec Wolf ?» Franklin regarda son compagnon canin, installé sur le perron, qui avait levé la tête comme s'il comprenait la question. « Trop longtemps, » répondit Franklin. « Parce que moi aussi, je devais apprendre. » Meredith arriva, un clipboard en main. Elle n'était plus simple assistante vétérinaire, elle dirigeait désormais un programme tout entier. Elle sourit en voyant Mike sur le tabouret. « Franklin a raison, dit-elle. Respire. » Elle se tourna ensuite vers Franklin. « Le don est arrivé. Celui de James. » Franklin esquissa un sourire. Les appels avec James s'étaient multipliés, maladroits d'abord, puis plus sincères. Deux frères d'armes retrouvant lentement la route l'un vers l'autre. « C'est un homme bien, dit-il doucement. La première réunion du programme, soldats et compagnons, est la semaine prochaine, annonça Meredith. 5 chiens. 5 vétérans. Tu es prêt ? Franklin regarda Mike, ses épaules encore raides mais son courage intact. Il regarda le chien tremblant, recroquevillé mais vivant. Il regarda sa maison, son foyer, et Wolf qui s'avançait vers lui, la queue battant doucement. Franklin posa sa main sur la tête du berger. Il n'était plus le fantôme des montagnes. Il était juste Franklin. Oui, dit-il, la voix calme, pleine d'un sens retrouvé. Pour la première fois en 15 ans je suis prêt. Parce que l'histoire de Franklin et de Wolf nous rappelle que nos blessures les plus profondes ne se voient pas. Et que la guérison véritable n'arrive presque jamais dans la solitude. Elle nous enseigne que, parfois, la seule façon de se sauver soi-même, c'est d'avoir le courage de sauver quelqu'un d'autre. Si cette histoire de patience et de seconde chance a touché votre cœur, partagez vos impressions. Et si vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin d'entendre cette histoire, n'hésitez pas à la lui envoyer. Rejoignez-nous pour la suite, d'autres récits de résilience et d'espérance vous attendent.